Analyse terminable et interminable. Sigmund Freud. Analyse terminable et interminable. L'expérience nous a appris que la thérapie psychanalytique, la libération de certains des symptômes névrotiques, des inhibitions et des anomalies de caractère, est une affaire qui prend beaucoup de temps. Pour cette raison, dès le début, des tentatives ont été faites pour raccourcir la durée de l'analyse. De telles tentatives n'ont pas à être justifiées et il est évident qu'elles sont fondées sur des considérations impératives de raison et d'opportunité. Mais il y avait probablement latente en eux une transcription de la curiosité impatiente avec laquelle la science médicale des premiers jours considérait les névroses, pensant qu'elle était la conséquence de blessures invisibles. Et s'il fallait s'en occuper, il fallait le faire au plus vite. Une tentative particulièrement vigoureuse dans cette direction a été faite par Otto Rank dans son livre The Trauma of Birth, 1924. Cet auteur supposait que la véritable source des névroses était l'acte de naissance, car celui-ci comporte la possibilité qu'une fixation primaire de l'enfant envers la mère ne soit pas surmontée et persiste comme une répression primaire. Rank espérait que si ce traumatisme primaire était traité dans une analyse ultérieure, la névrose pourrait être entièrement résolue. Ainsi, cette petite partie du travail analytique épargnerait le besoin du reste. Et cela pourrait se faire en quelques mois. L'argument de Rank était incontestablement prometteur et ingénieux, mais il n'a pas résisté à l'examen critique. C'était plutôt un produit de son temps, conçu sous la pression du contraste entre la misère de l'Europe d'après-guerre et la prospérité de l'Amérique, et conçu pour adapter le rythme de la thérapie analytique à l'agitation de la vie américaine. Nous n'avons pas beaucoup entendu parler de ce que l'innovation de Rank a accompli en cas de maladie. Probablement pas plus que si un sapeur-pompier, appelé dans une maison en feu à la suite de la chute d'une lampe à pétrole, se contentait d'enlever la lampe de la pièce où le feu s'était déclaré. Nul doute que par ce moyen les activités des sapeurs-pompiers auraient été considérablement raccourcies. La théorie et la pratique de l'expérience de Rank appartiennent au passé, tout comme la prospérité américaine elle-même. J'avais adopté une autre manière d'accélérer un traitement psychanalytique déjà avant la guerre. À cette époque, j'avais pris en charge le cas d'un jeune homme russe, un homme qui avait été gâté par la richesse et était arrivé à Vienne dans un état d'effondrement complet, accompagné d'un médecin et d'une infirmière. En quelques années, il a été possible de restaurer une grande partie de son indépendance, d'éveiller son intérêt pour la vie et d'ajuster ses relations avec les personnes qui comptaient le plus pour lui. Mais ensuite l'amélioration s'est arrêtée. Nous ne pouvions pas aller plus loin dans l'élucidation de sa névrose infantile, sur laquelle sa maladie ultérieure avait été fondée, et il était clair que le patient trouvait sa position actuelle très confortable et n'avait aucune envie de s'en approcher d'un pas traitement. C'était un cas où le traitement s'auto-inhibait, il était au bord de l'échec en raison de son succès partiel. Dans cette situation, j'ai eu recours à la procédure héroïque consistant à fixer un délai pour l'analyse. Au début de l'année de travail, j'ai informé le patient que ce serait le dernier de son traitement, quel que soit le résultat à l'heure convenue. Au début, il ne m'a pas cru, mais dès qu'il a été convaincu que j'étais sérieux, le changement souhaité est apparu. Sa résistance s'est apaisée et au cours des derniers mois, il a pu reproduire tous les souvenirs et découvrir toutes les relations qui semblaient nécessaires pour comprendre sa névrose précoce et maîtriser celle actuelle. Lorsqu'elle me quitta à l'été 1914, ne se doutant pas, comme nous tous, de ce qui allait suivre, je crus que sa guérison était radicale et permanente. Dans une note ajoutée à l'histoire clinique de ce patient en 1923, je signalais déjà que je m'étais trompé. Lorsqu'il est revenu à Vienne en tant que réfugié et démuni vers la fin de la guerre, j'ai dû l'aider à maîtriser une partie du transfert qui n'avait pas été résolue. Cela a été accompli en quelques mois, et j'ai pu compléter ma note complémentaire en disant que, depuis lors, le patient s'est senti normal et s'est comporté discrètement, malgré le fait que la guerre l'ait privé de son domicile, de ses biens et de toute sa famille. Et amis, 15 années se sont écoulées sans nier la véracité de cette affirmation, mais certaines réserves s'imposent.
Le malade est resté à Vienne et a conservé une place, bien qu'humble, dans la société. Mais durant cette période son état de bonne santé a parfois été interrompu par des épisodes pathologiques qui ne pouvaient être compris que comme des émanations de sa névrose pérenne. Grâce à l'habileté d'une de mes étudiantes, le docteur Ruth McBrunswick, un bref traitement a mené à bien chacune de ces altérations. J'espère que le docteur McBrunswick fera rapport sur les détails. Certains de ces épisodes étaient encore associés à des restes du transfert, et lorsque cela se produisait, bien qu'ils fussent courts, ils avaient clairement un caractère paranoïaque. Dans d'autres épisodes, cependant, le matériel pathogène consistait en des fragments de l'hystérie infantile du patient qui n'avaient pas fait surface lorsque je l'analysais et qui étaient maintenant expulsés. La comparaison est inévitable, comme des points de suture après une opération ou de petits fragments d'un os nécrotique. Il me semble que l'histoire de la guérison de ce patient est au moins aussi intéressante que celle de sa maladie. Par la suite, j'ai aussi utilisé cette fixation d'un délai dans d'autres cas et j'ai aussi pris en compte l'expérience d'autres psychanalystes. Il ne peut y avoir qu'un seul verdict sur la valeur de ce chantage, il est efficace tant qu'il est fait au bon moment. Mais il ne peut garantir l'accomplissement complet de la tâche. Au contraire, on peut être sûr que si une partie du matériel deviendra accessible sous la pression de cette menace, une autre partie restera stockée et enterrée telle qu'elle était avant et perdue à nos efforts thérapeutiques. Car une fois que l'analyste a fixé le délai, il ne peut pas le prolonger, sinon le patient perdrait confiance en lui. La voie la plus claire pour le patient serait de poursuivre son traitement avec un autre analyste, même si l'on sait que ce changement entraînera une nouvelle perte de temps et l'abandon des résultats du travail déjà effectué. On ne peut pas non plus établir de règles générales quant au moment opportun où cette ressource technique doit être utilisée, la décision doit être laissée au tact du psychanalyste. Une erreur de calcul ne peut pas être rectifiée, et le dicton selon lequel un lion ne saute qu'une seule fois doit s'appliquer ici. La discussion du problème technique consistant à accélérer la lente progression d'un scan nous amène à une autre question, plus profondément intéressante, existe-t-il une chose telle que l'arrêt naturel d'un scan? Existe-t-il une possibilité d'entreprendre une analyse à cette fin? Si ce jusa por el langage corriente de los psychoanalista, parecería que debe ser así, porque con frecuencia les oímos decir, cuando deploran o excusan las reconocida imperfección de algún mortal, su análisis no estaba terminado, o, n'an que luego a ser analizado jusqu'à la fin. Tout d'abord, nous devons décider ce que signifie l'expression ambiguë, la fin d'une analyse. D'un point de vue pratique, il est facile de répondre. Une analyse est terminée lorsque le psychanalyste et le patient cessent de se rencontrer pour des séances d'analyse. Cela se produit lorsque deux conditions sont remplies plus ou moins complètement. Premièrement, que le patient ne souffre plus de ses symptômes et qu'il a surmonté son anxiété et ses inhibitions. Deuxièmement, que l'analyste juge que tant de matériel refoulé a été rendu conscient, que tant de choses qui étaient inintelligibles ont été expliquées et que tant de résistances internes ont été vaincues, qu'il n'y a pas lieu de craindre une répétition des processus pathologiques en question. Si des difficultés extérieures empêchent d'atteindre cet objectif, il vaut mieux parler d'une analyse incomplète que d'une analyse inachevée. L'autre sens de l'achèvement d'une analyse est beaucoup plus ambitieux. Dans cet autre sens, ce que nous demandons, c'est si l'analyste a eu une telle influence sur le patient qu'aucun autre changement ne pourrait être attendu en lui-même si l'analyse se poursuivait. Tout se passe comme s'il était possible d'obtenir par la psychanalyse un niveau de normalité psychique absolue, un niveau dont nous étions convaincus qu'il resterait stable, comme si nous avions réussi à résoudre chacun des refoulements du patient et à combler toutes les lacunes de sa mémoire. Nous devons d'abord consulter notre expérience pour savoir si de telles choses se produisent réellement, puis revenir à notre théorie pour savoir s'il existe une possibilité que cela se produise. Chaque analyste a traité quelques cas qui ont eu ce résultat satisfaisant. Il a réussi à éradiquer des troubles névrotiques qui n'ont réapparu ni n'ont été remplacés par aucun autre. Nous n'arrêtons pas d'avoir des connaissances sur déterminants de ces résultats.
Le moi du patient n'avait pas été visiblement altéré et l'étiologie de son trouble était essentiellement traumatique. Après tout, l'étiologie de tout trouble névrotique est mitigée. Soit il arrive que les pulsions soient excessivement intenses, c'est-à-dire qu'elles soient récalcitrantes à être apprivoisées par le moi, soit elles sont le résultat de traumatismes prématurés que le moi immature n'a pas su maîtriser. Habituellement, il y a une combinaison des deux facteurs, le constitutionnel et l'accidentel. Plus le facteur constitutionnel est intense, plus un traumatisme conduira facilement à une fixation et laissera derrière lui un trouble du développement, plus le traumatisme est intense, plus ses effets délétères se manifesteront sûrement, même lorsque la situation instinctive est normale. Nul doute qu'une étiologie traumatique offre un champ plus favorable à la psychanalyse. Ce n'est que lorsqu'un cas est à prédominance traumatique d'origine que la psychanalyse pourra faire ce qu'elle est capable de faire au superlatif, ce n'est qu'alors, grâce au renforcement de l'ego du patient, qu'il réussira à remplacer la décision inappropriée prise dans les premiers jours de sa vie par une solution correcte. Ce n'est que dans de tels cas que l'on peut parler d'une analyse définitivement terminée. En eux, la psychanalyse a fait tout ce qu'elle devait et n'a pas à se poursuivre. Il est vrai que si le patient guéri ne développe jamais un autre trouble nécessitant une psychanalyse, on ne sait pas dans quelle mesure son immunité n'est pas due à un sort bienfaisant qui l'a épargné de tourments trop graves. Une intensité constitutionnelle de la pulsion et une altération défavorable du moi acquise dans la lutte défensive en ce sens qu'elle est disloquée et restreinte, sont des facteurs préjudiciables à l'efficacité d'une analyse et peuvent rendre sa durée interminable. On serait tenté de rendre le premier facteur l'intensité de l'instinct responsable à son tour de l'émergence du second l'altération du moi, mais il semble que ce dernier est aussi sa propre étiologie. Et force est de constater que notre connaissance de ces matières est encore insuffisante. Ce n'est que maintenant qu'ils deviennent des objets d'étude psychanalytique. Dans ce domaine, l'intérêt de l'analyse me paraît mal orienté. Au lieu de se demander comment s'effectue une cure par la psychanalyse, question qui, je pense, a déjà été suffisamment élucidée, la question devrait se demander quels sont les obstacles qui s'opposent à une telle cure. Cela m'amène à discuter de deux problèmes qui découlent directement de la pratique psychanalytique, comme j'espère le démontrer avec les exemples suivants. Un homme qui avait mené une auto-analyse très réussie en est venu à la conclusion que ses relations avec les hommes et les femmes, avec les hommes qui étaient ses concurrents et avec les femmes qu'il aimait, n'étaient pas exemptes d'altérations névrotiques, et en conséquence il a subi une psychanalyse par une autre personne qu'il considérait comme supérieure à lui. Cette illumination autocritique a parfaitement réussi. Il épousa la femme qu'il aimait et devint l'ami et le professeur de ses supposés rivaux. De nombreuses années s'écoulèrent ainsi, durant lesquelles ses relations avec son psychanalyste restèrent sans nuage. Mais ensuite, pour des raisons qui ne sont pas appréciables en apparence, des conflits ont surgi. L'homme qui avait été psychanalysé est devenu un antagoniste de l'analyste et lui a reproché de ne pas pouvoir lui donner une analyse complète. L'analyste, selon lui, aurait dû savoir et prendre en compte le fait qu'une relation transférentielle ne peut jamais être purement positive, j'aurais dû faire attention aux possibilités d'un transfert négatif. Le psychanalyste s'est défendu en disant qu'au moment de l'analyse il n'y avait aucun signe de transfert négatif. Mais s'il n'avait pas pu en découvrir quelques légers signes, ce qui ne pouvait être exclu, vu l'horizon limité de la psychanalyse à cette époque précoce, il était douteux, pensa-t-il, qu'il ait pu activer un topique, ou, comme on dit, un complexe, en ne le mentionnant que dans la mesure où il n'était pas actif chez le patient à ce moment-là. Certes, pour l'activer, il aurait fallu une certaine forme de comportement désagréable de la part de l'analyste. De plus, a-t-il ajouté, toute bonne relation entre un analyste et son patient pendant et après l'analyse ne doit pas être considérée comme un transfert, car il existe aussi des relations amicales qui sont basées sur la réalité et qui sont viables. Je passe maintenant à mon deuxième exemple, qui pose le même problème. Une femme célibataire, plus jeune, vivait en isolement depuis la puberté en raison d'une incapacité à marcher due à de fortes douleurs aux jambes. Son état était clairement de nature hystérique et avait défié de nombreux types de traitements.
Une psychanalyse qui dura 3/4 d'année fit disparaître le trouble et restitua à la patiente, personne excellente et bien douée, son droit de participer à la vie. Dans les années qui suivirent sa guérison, elle fut continuellement malchanceuse. Il y a eu des catastrophes et des pertes financières dans sa famille, et en vieillissant, elle a vu disparaître tout espoir de bonheur basé sur l'amour et le mariage. Mais l'ancienne invalide a fait face à tout courageusement et a été un soutien pour sa famille dans les moments difficiles. Je ne me souviens pas si c'est 12 ou 14 ans après son analyse qu'en raison d'un saignement abondant, elle a dû subir un examen gynécologique. Un fibrome a été trouvé qui a recommandé la pratique d'une hystérectomie totale. Après l'opération, la femme est de nouveau tombée malade. Elle est tombée amoureuse du chirurgien, s'est livrée à des fantasmes masochistes sur les terribles changements qu'elle avait subis à l'intérieur, fantasmes avec lesquels elle a caché sa liaison, et s'est révélée inaccessible à de nouvelles tentatives de psychanalyse. Il est resté anormal jusqu'à la fin de sa vie. Le traitement psychanalytique a été pratiqué il y a si longtemps que nous ne pouvons pas nous attendre à beaucoup de perspicacité basée sur celui-ci, cela a été fait dans les premières années de mon travail de psychanalyste. Il ne fait aucun doute que la deuxième maladie du patient aurait pu provenir de la même source que la première, qui avait été traitée avec succès. Il peut s'agir d'une manifestation différente des mêmes impulsions refoulées que l'analyse n'avait qu'incomplètement résolues. Mais je suis enclin à penser que, sans le nouveau traumatisme, une nouvelle poussée de la névrose ne serait pas apparue. Ces deux exemples, choisis à dessein parmi un grand nombre d'exemples similaires, suffiront à entamer une discussion sur les questions qui nous intéressent. Le sceptique, l'optimiste et l'ambitieux les considéreront très différemment. Le premier dira qu'il a été prouvé que même un traitement analytique réussi ne protège pas le patient, qui a été guéri sur le moment, de tomber plus tard malade d'une autre névrose, ou vraiment d'une névrose dérivée de la même racine instinctive. C'est-à-dire d'une récidive de son ancien trouble. D'autres considéreront que cela n'a pas été prouvé. Ils objecteront que les deux exemples datent des premiers jours de la psychanalyse, il y a 20 et 30 ans respectivement, et que depuis lors nous avons acquis une compréhension plus profonde et une connaissance plus large et que notre technique a changé en fonction de nos nouvelles découvertes. Aujourd'hui, diront-ils, on peut demander et espérer qu'un traitement psychanalytique donnera des résultats permanents, ou du moins que si un patient rechute, sa nouvelle maladie ne sera pas une reprise de son trouble instinctif primitif, qui se manifeste d'une manière nouvelle. Notre expérience, diront-ils, ne nous oblige pas à restreindre aussi matériellement les exigences qui peuvent être faites à notre méthode thérapeutique. Ma raison de choisir ces deux exemples est, bien sûr, précisément qu'ils sont si éloignés dans le passé. Il est clair que plus le résultat réussi d'une analyse est récent, moins il est utilisable pour notre discussion, puisque nous ne pouvons pas prédire ce que sera l'histoire après la restauration. Les attentes de l'optimiste présupposent clairement un certain nombre de choses qui ne vont pas exactement de soi. Il suppose, en premier lieu, qu'il existe bien une possibilité de résoudre définitivement et pour toujours un conflit pulsionnel, ou, plus exactement, un conflit entre le moi et une pulsion. Deuxièmement, que pendant que nous traitons quelqu'un pour un conflit instinctif, nous pouvons en quelque sorte l'immuniser contre la possibilité de tout autre conflit de ce type. Et troisièmement, que l'on peut, à des fins prophylactiques, résoudre un tel conflit pathogénique qui ne se manifeste actuellement par aucune indication et qu'il convient de le faire. Je présente ces problèmes sans avoir l'intention d'y répondre maintenant. Il n'est peut-être pas possible à l'heure actuelle de donner une réponse sûre à l'un d'entre eux. Des considérations théoriques peuvent sans doute éclairer cela. Mais un autre point est précisé, si nous voulons répondre aux exigences les plus élevées avec la thérapie psychanalytique, notre chemin ne conduira pas à un raccourcissement de sa durée. Une expérience psychanalytique qui s'étale maintenant sur quelques décennies et un changement dans la nature et le mode de mon activité m'incite à tenter de répondre aux questions qui se posent. Au début, j'ai traité un grand nombre de patients, qui voulaient naturellement être guéris le plus rapidement possible.
Ces dernières années, je me suis surtout consacré à l'analyse didactique. Un nombre relativement restreint de cas graves m'ont poursuivi pour un traitement continu, interrompu cependant à des intervalles plus ou moins longs. Chez eux, le but thérapeutique n'était plus le même. Il ne s'agissait pas de raccourcir le traitement, le but était d'épuiser radicalement les possibilités de la maladie et de révéler une altération profonde de sa personnalité. Des 3 facteurs que nous avons reconnus comme décisifs pour le succès de la cure psychanalytique, l'influence des traumatismes, l'intensité constitutionnelle des pulsions et les altérations du moi, celui qui nous concerne ici n'est que le second, la force de l'instinct. Un instant de réflexion soulève la question de savoir si l'usage restrictif de l'adjectif « constitutionnel » ou « congénital » est indispensable. Aussi vrai qu'il soit que le facteur constitutionnel soit d'emblée d'une importance décisive, on peut concevoir, sans. Cependant, un renforcement de l'instinct tard dans la vie peut produire les mêmes effets. Si c'est le cas, nous devrions modifier notre formule et dire que l'intensité de l'instinct en ce moment au lieu de la force constitutionnelle de l'instinct. La première de nos questions était, est-il possible de résoudre, par la thérapie psychanalytique, un conflit entre une pulsion et le moi, ou causé par une demande pulsionnelle pathogène sur le moi, de façon permanente et définitive? Afin d'éviter les malentendus, il n'est peut-être pas inutile d'expliquer plus précisément ce que nous entendons par « résoudre en permanence une demande pulsionnelle ». Certainement pas pour faire disparaître le procès pour qu'on n'en entende plus jamais parler. Ceci est, en général, impossible, et ce n'est pas du tout souhaitable non plus. Nous entendons par là quelque chose de complètement différent, quelque chose qui peut être grossièrement décrit comme un domestication de l'instinct. C'est-à-dire que l'instinct s'intègre dans l'harmonie du moi, devient accessible à toutes les influences des autres pulsions sur le moi et ne cherche plus à suivre son chemin indépendant vers la satisfaction. Si l'on nous demande par quelles méthodes et par quels moyens ce résultat est obtenu, il n'est pas facile de trouver une réponse. Nous pouvons seulement dire, Somus den doc die exdran, la métapsychologie des sorcières. Sans spéculation métaphysique et certaines théorisations, je dirais presque des fantasmes, nous ne ferons pas un pas de plus en avant. Malheureusement, ici comme ailleurs, ce que nous révèle notre sorcière n'est ni très clair ni très détaillé. Nous n'avons qu'un seul indice pour commencer, bien que ce soit un indice de la plus grande valeur, l'antithèse entre les processus primaires et secondaires, et je me bornerai ici à souligner cette antithèse. Si nous revenons maintenant à notre première question, nous constatons que notre nouvelle approche conduit inévitablement à une conclusion particulière. La question était de savoir s'il était possible de résoudre un conflit pulsionnel de manière permanente et définitive, c'est-à-dire de maîtriser ainsi une exigence pulsionnelle. Formulée en ces termes, la question ne fait aucune mention de l'intensité de l'instinct, mais c'est précisément de cela que dépend le résultat. Partons de l'hypothèse que ce que l'analyse réalise chez les névrosés n'est rien de plus que ce que les gens normaux accomplissent eux-mêmes sans aide. Or l'expérience quotidienne nous enseigne que chez une personne normale toute solution à un conflit instinctif n'est bonne que pour une certaine intensité de l'instinct, ou plutôt seulement pour un certain rapport entre l'intensité de l'instinct et la force du moi. Si celle-ci diminue, que ce soit à cause de la maladie, de la fatigue ou d'une autre cause analogue, tous les instincts qui ont été maîtrisés jusqu'ici avec succès peuvent renouveler leurs exigences et tendre à obtenir des satisfactions de substitution de manière anormale. La preuve irréfutable de cette affirmation est fournie par nos rêves nocturnes, ils réagissent à l'attitude prise par le moi pendant le sommeil par un réveil des exigences instinctives. L'autre partie du matériel, la force des instincts, est également évidente. Par 2 fois au cours du développement individuel, certains instincts se renforcent considérablement, à la puberté, et chez la femme, à la ménopause. Nous ne sommes pas du tout surpris qu'une personne qui n'a pas été névrosée auparavant le devienne à de tels moments. Quand ces instincts n'étaient pas si forts, elle réussissait à les contrôler, mais quand ils sont renforcés, il ne le fait pas. Le refoulement agit comme les digues contre la poussée de l'eau.
Les mêmes effets produits par ces deux renforcements physiologiques de l'instinct peuvent apparaître irrégulièrement à partir de causes accidentelles à toute autre période de la vie. Ces renforcements peuvent être présentés par des traumatismes récents, des frustrations forcées ou par la influence collatérale de certains instincts sur d'autres. Le résultat est toujours le même et souligne le pouvoir irrésistible du facteur quantitatif dans l'origine de la maladie. Je pense que vous devriez avoir honte d'un si long exposé, étant donné que tout ce que j'ai dit est connu depuis longtemps et va de soi. Vraiment, nous nous sommes toujours comportés comme si nous savions tout cela, mais, en général, nos conceptions théoriques ont négligé de donner la même importance à l'approche économique qu'aux attitudes dynamiques et topographiques. Donc, mon excuse est que j'attire l'attention sur cet oubli. Avant de se fixer sur une réponse à cette question, nous devons considérer une objection dont la force réside dans le fait que nous sommes probablement biaisés en sa faveur. Nos arguments, dira Théon, sont tout déduits des processus qui s'opèrent spontanément entre le moi et les pulsions et supposent que la thérapie psychanalytique ne peut rien accomplir qui, dans des conditions favorables et normales, ne se produisent d'elle-même. Mais est-ce vraiment le cas ? Notre théorie ne proclame-t-elle pas précisément que l'analyse produit un état qui ne se produit jamais spontanément dans le moi et que cet état nouvellement créé constitue la différence essentielle entre une personne qui a été psychanalysée et une autre qui ne l'a pas été ? Réfléchissons à ce sur quoi cette déclaration est basée. Tous les refoulements ont lieu dans la petite enfance, ce sont des mesures défensives primitives prises par le moi immature et faible. Au cours des années suivantes, aucun nouveau refoulement n'apparaît, mais les anciens persistent et l'ego continue de les utiliser pour apprivoiser les instincts. Les nouveaux conflits sont résolus par ce que nous appelons la répression ultérieure. Nous pouvons appliquer à ces refoulements infantiles notre affirmation générale que le refoulement dépend absolument et entièrement de l'intensité relative des forces en présence et qu'il ne peut se maintenir lorsque l'intensité des pulsions augmente. Cependant, la psychanalyse permet au moi qui a atteint plus de maturité et de force d'entreprendre une révision de ces anciens refoulements. Quelques-uns sont détruits, tandis que d'autres sont reconnus, mais reconstruits avec des matériaux plus solides. Ces nouvelles digues sont d'un degré de fermeté très différent des premières, on peut être sûr qu'ils ne céderont pas si facilement à un accroissement de la force des instincts. Ainsi, le véritable résultat de la thérapie psychanalytique serait la correction ultérieure du processus primitif de refoulement, correction qui met fin à la prédominance du facteur quantitatif. Jusqu'ici donc notre théorie, à laquelle nous ne pouvons renoncer que sous une irrésistible compulsion. Et que dit notre expérience à ce sujet ? Peut-être n'est-il pas encore assez large pour que nous puissions tirer une conclusion définitive. Il confirme nos attentes assez souvent, mais pas toujours. Tenemos la impression de que no deberíamos sorprendernos si al final encontramos que la diferencia entre la conducta de una persona que no a société interprofessionnelle desoléagineux psychoanalysada y la de atre después de haberlo société interprofessionnelle desoléagineux no étant completa como intentamos realizarla ni como lo esperamos y como afirmamos que ha d'être. S'il en est ainsi, cela signifierait que l'analyse parvient parfois à éliminer l'influence de l'instinct accru, mais pas toujours, ou que l'effet de la psychanalyse se limite à augmenter le pouvoir de résistance des inhibitions de manière à équilibrer des exigences beaucoup plus importantes qu'auparavant. L'analyse ou si l'analyse n'a pas eu lieu. Je ne peux vraiment pas prendre de décision à ce stade et je ne sais pas si c'est possible pour le moment. Il y a cependant un autre angle sous lequel on peut aborder le problème de la variabilité des effets de la psychanalyse. Nous savons que la première étape pour acquérir la maîtrise intellectuelle de notre environnement est de découvrir les généralisations, les règles et les lois qui mettent de l'ordre dans le chaos. En faisant cela, nous simplifions le monde des phénomènes, mais nous ne pouvons pas éviter de le falsifier, surtout si nous traitons de processus de développement et de changement. Ce qui nous intéresse, c'est de discerner une altération qualitative, et le plus souvent, ce faisant, nous négligeons, au moins au début, un facteur quantitatif. Dans le monde réel, les transitions et les étapes intermédiaires sont beaucoup plus courantes que les états opposés clairement différenciés.
En étudiant les développements et les changements, nous portons notre attention uniquement sur le résultat, nous négligeons facilement le fait que de tels processus sont généralement plus ou moins incomplets, c'est-à-dire qu'ils ne sont en réalité que des altérations partielles. Un satiriste plein d'esprit de la vieille Autriche, Johann Nestroy, a dit un jour, « Chaque pas en avant n'est que la moitié du temps qu'il apparaît pour la première fois ». Il est tentant d'attribuer une validité générale à cette phrase malveillante. Des phénomènes résiduels subsistent presque toujours, une suite partielle. Lorsqu'un mécène généreux nous surprend par quelque trait de méchanceté isolé ou lorsqu'une personne toujours très gentille prend soudain des mesures hostiles, ces phénomènes résiduels sont d'une grande valeur pour la recherche génétique. Ils nous montrent que ces qualités louables et précieuses reposent sur la compensation et la surcompensation, qui n'ont pas été le succès absolu et complet que nous espérions. Notre première idée de l'évolution de la libido était qu'une phase orale primitive faisait place à une autre phase sadique anale et que celle-ci était à son tour suivie d'une phase phallique génitale. Des recherches ultérieures n'ont pas contredit ces vues, mais les ont corrigées en ajoutant que ces remplacements ne se produisent pas soudainement, mais progressivement, de sorte que des fragments de l'ancienne organisation persistent toujours à côté de la plus récente, et même dans l'évolution normale la transformation n'est jamais complète, et dans la configuration finale, des résidus de fixation libidinale antérieure peuvent encore persister. La même chose se voit dans des domaines complètement différents. De toutes les croyances erronées et superstitieuses de l'humanité, qui sont censées avoir été dépassées, il n'en est aucune dont le résidu ne se retrouve aujourd'hui parmi nous dans les couches les plus basses des peuples civilisés ou dans les couches supérieures de la société instruite. Ce qui est devenu vivant s'accroche avec ténacité pour maintenir l'existence. Parfois, nous sommes enclins à douter que les dragons des temps préhistoriques soient réellement éteints. En appliquant ces observations à notre problème actuel, je pense que la réponse à la question de savoir comment expliquer les résultats variables de notre thérapie psychanalytique pourrait être que lorsque nous essayons de remplacer les refoulements, qui sont précaires, par des contrôles syntoniques du moi, nous ne réalisons toujours nos aspirations dans sa plénitude. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas complètement atteint. Nous avons obtenu la transformation, mais souvent seulement partiellement, des fragments des mécanismes anciens restent inaltérés par le travail analytique. Il est difficile de prouver que c'est effectivement le cas, car nous n'avons pas d'autre moyen de juger de ce qui se passe que le résultat que nous essayons d'expliquer. Cependant, les impressions obtenues lors des travaux d'analyse ne contredisent pas cette hypothèse, ils semblent plutôt le confirmer. Mais nous ne devons pas prendre la clarté de notre compréhension comme une mesure de la conviction que nous produisons chez le patient. On pourrait dire que sa conviction manque peut-être de profondeur, c'est-à-dire que cela dépend toujours de la facteur quantitatif, qui est si facilement négligé. Si telle est la bonne réponse à notre question, on peut dire que la psychanalyse, en prétendant guérir les névroses par la maîtrise de l'instinct, a toujours raison en théorie, mais pas toujours en pratique. Et cela parce qu'il ne parvient pas dans tous les cas à assurer à un degré suffisant les bases sur lesquelles repose le contrôle d'un instinct. La cause de cette défaillance partielle est facilement découverte. Dans le passé, le facteur quantitatif de la force pulsionnelle s'opposait aux efforts défensifs du moi, c'est pourquoi nous avons fait appel à la psychanalyse pour nous aider, et maintenant ce même facteur limite l'efficacité de ce nouvel effort. Si la force de l'instinct est excessive, le moi mûr, aidé par l'analyse, échoue dans sa tâche de la même manière que le moi sans défense a échoué auparavant. Son contrôle sur l'instinct s'est amélioré, mais il est encore imparfait, car la transformation du mécanisme défensif n'est qu'incomplète. Rien d'étonnant à cela, puisque la puissance des instruments avec lesquels opère la psychanalyse n'est pas illimitée, mais plutôt restreinte, et l'irruption finale dépend toujours de la force relative des agents psychiques qui se battent entre eux. Il ne fait aucun doute que raccourcir la durée du traitement psychanalytique est souhaitable, mais nous ne pouvons atteindre notre but thérapeutique qu'en augmentant le pouvoir de l'analyse pour qu'elle vienne en aide au moi. L'hypnose semblait être un excellent instrument à ces fins, mais les raisons qui nous ont poussés à l'abandonner sont bien connues. Et aucun remplaçant n'a encore été trouvé.
De ce point de vue, on peut comprendre comment un maître de la psychanalyse comme Ferenczi a consacré les dernières années de sa vie à des expériences thérapeutiques qui, malheureusement, se sont avérées vaines. Les deux autres questions, si, pendant que nous traitons un conflit instinctif, nous pouvons protéger un patient de conflits futurs et s'il est faisable et facile, à des fins prophylactiques, d'enquêter sur un conflit qui ne se manifeste pas sur le moment, doivent être traités ensemble, car évidemment la première tâche ne peut être réalisée que pendant la réalisation de la seconde, c'est-à-dire dès qu'un éventuel conflit futur se transforme en un conflit actuel influençable. Cette nouvelle manière de présenter le problème n'est, au fond, qu'un prolongement de la première. Alors que dans le premier exemple nous avons considéré comment se protéger contre la récurrence du même conflit, nous considérons maintenant comment se protéger contre son éventuelle substitution par un autre conflit. Cela semble être un objectif très ambitieux, mais tout ce que nous voulons faire, c'est montrer quelles sont les limites de l'efficacité de la thérapie psychanalytique. Même lorsque notre ambition thérapeutique est tentée d'entreprendre de telles tâches, l'expérience en rejette la possibilité. Si un conflit instinctif n'est pas actuellement actif, ne se manifeste pas, nous ne pouvons pas l'influencer même avec la psychanalyse. Le conseil que nous devrions laisser les chiens endormis tranquilles, que nous avons entendu tant de fois dans le cadre de nos efforts pour explorer le monde psychique profond, est particulièrement inapproprié si appliqué à la vie psychique. Car si les instincts produisent des désordres, c'est la preuve que les chiens ne dorment pas, et s'ils ont vraiment l'air de dormir, il n'est pas en notre pouvoir de les réveiller. Cependant, cette dernière affirmation ne semble pas tout à fait exacte et nécessite une discussion plus approfondie. Considérons les moyens dont nous disposons pour transformer un conflit pulsionnel momentanément latent en un conflit actuellement actif. Évidemment, nous ne pouvons faire que deux choses. On peut produire des situations dans lesquelles le conflit devient actif, ou on peut se contenter d'en discuter dans l'analyse et de signaler la possibilité de son surgissement. La première de ces deux alternatives peut s'effectuer de deux manières, dans la réalité ou dans le transfert, dans les deux cas exposant le patient à une certaine souffrance réelle par la frustration et le refoulement de la libido. Il est vrai que nous utilisons déjà une technique de ce genre dans notre méthode analytique ordinaire. Que signifie d'autre la règle selon laquelle l'analyse doit être effectuée dans un état de frustration ? Mais c'est une technique que nous utilisons pour faire face à un conflit actuellement actif. Nous essayons d'amener ce conflit à son point culminant, de le développer au maximum afin d'alimenter la force instinctive qui peut être disponible pour sa solution. L'expérience psychanalytique nous a appris que le mieux est toujours l'ennemi du bien et qu'à chaque phase de la guérison du patient il faut lutter contre son inertie qui se contente aussitôt d'une solution incomplète. Si, au contraire, ce que nous recherchons est un traitement prophylactique des conflits pulsionnels qui ne sont pas effectivement actifs, mais simplement potentiels, il ne suffira pas à réguler les souffrances déjà présentes chez le patient et qu'il ne peut éviter. Nous devrions être disposés à lui causer de nouvelles souffrances, et cela jusqu'à présent et avec raison, nous l'avons laissé entre les mains du destin. De toutes parts on nous reprocherait de chercher à se substituer au destin si nous soumettions de pauvres créatures humaines à ces cruelles expériences. Et de quel genre d'expérience s'agirait-il ? À des fins de prophylaxie. Pourrions-nous assumer la responsabilité de détruire un mariage satisfaisant ou de conseiller au patient de quitter un emploi dont dépend son gagne-pain ? Heureusement, nous ne sommes jamais en situation de devoir nous demander si de telles interventions dans la vie réelle du patient sont justifiées, nous ne possédons pas les pleins pouvoirs qui seraient nécessaires, et le sujet de notre expérience thérapeutique refuserait sûrement d'y coopérer. Ainsi, en pratique, une telle procédure est pratiquement exclue, mais, en plus, il y a des objections théoriques. Car le travail d'analyse progresse mieux si les expériences pathogènes du patient appartiennent au passé, de sorte que son moi puisse en être à une certaine distance. Dans les états de crise aiguë, la psychanalyse ne peut être utilisée à aucune fin. Tout l'intérêt du moi est absorbé par la réalité douloureuse et se retire de l'analyse, qui est une tentative de pénétrer sous la surface et de découvrir les influences du passé.
Créer un nouveau conflit ne ferait que rendre le travail psychanalytique plus long et plus difficile. On nous dira que ces observations sont tout à fait inutiles. Personne ne songe à évoquer exprès de nouvelles situations de souffrance pour permettre de traiter un conflit pulsionnel latent. Cela ne pouvait pas être trop vanté comme une réalisation prophylactique. On sait, par exemple, qu'un malade guéri de la scarlatine est immunisé contre une rechute de la même maladie, mais il ne vient jamais à l'esprit d'un médecin de prendre une personne qui peut attraper la scarlatine et de l'infecter avec cette maladie pour immuniser contre elle. La mesure de protection ne doit pas produire la même situation dangereuse que la maladie elle-même crée, mais seulement quelque chose de beaucoup plus doux, comme dans le cas de la vaccination contre la variole et de nombreuses autres procédures similaires. Dans la prophylaxie psychanalytique, contre les conflits pulsionnels, les seules méthodes envisageables sont donc les deux autres que nous avons mentionnées, la production artificielle de nouveaux conflits dans le transfert, conflits qui, après tout, n'ont pas le caractère de réalité, et la présentation de conflits réels dans l'imaginaire du patient en lui en faisant part et en le familiarisant avec leurs possibilités. Je ne sais pas si on peut affirmer que la première de ces procédures plus douces est exclue de la psychanalyse. Dans cette direction, aucune expérience spéciale n'a été faite. Mais les difficultés qui surgissent ne jettent pas une lumière très prometteuse sur de telles entreprises. Premièrement, les chances d'une telle situation dans le transfert sont très limitées. Les patients ne peuvent pas apporter eux-mêmes tous leurs conflits au transfert, pas plus que le psychanalyste ne peut extirper tous leurs conflits pulsionnels possibles de la situation transférentielle. Cela peut provoquer leur jalousie ou leur faire éprouver de la déception amoureuse, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un but technique pour y parvenir. Ces choses arrivent d'elles-mêmes dans la plupart des analyses. Deuxièmement, il ne faut pas négliger le fait que toutes les mesures de ce genre contraindraient le psychanalyste à se comporter de manière inamicale avec les patients, ce qui aurait un effet perturbateur sur l'attitude affective, sur le transfert positif, qui est la plus forte motive pour le patient de participer au travail commun de la psychanalyse. Il ne faut donc pas attendre grand-chose de cette procédure. Cela ne nous laisse qu'une seule méthode, celle qui était probablement la seule envisagée à l'origine. Nous discutons avec le patient des possibilités d'autres conflits instinctifs et suscitons l'attente que de tels conflits puissent apparaître en lui. Ce que nous espérons, c'est que cette information et cet avertissement auront pour effet d'activer l'un des conflits que nous avons indiqués à un degré modéré et pourtant suffisant pour le traitement. Mais cette fois, l'expérience parle d'une voix claire. Le résultat attendu n'apparaît pas. Le patient entend notre message, mais la résonance est absente. Vous pensez peut-être, c'est très intéressant, mais je n'en ressens pas la moindre trace. Nous avons accru ses connaissances, mais nous n'y avons rien altéré. La situation est la même que lorsque les gens lisent des ouvrages psychanalytiques. Le lecteur n'est stimulé que par les passages qu'il sent s'appliquer à lui-même, c'est-à-dire qu'elles concernent des conflits qui sont actifs en lui à ce moment-là. Tout le reste le laisse froid. Nous pouvons avoir des expériences analogues, je pense, lorsque nous donnons aux enfants une clarification sexuelle. Je suis loin de considérer que cela est nocif ou inutile, mais force est de constater que l'effet prophylactique de cette mesure libérale a été largement surestimé. Après cette clarification, les enfants savent quelque chose qu'ils ne savaient pas auparavant, mais ils n'utilisent pas les nouvelles connaissances qui leur ont été fournies. On s'aperçoit même qu'ils ne sont pas pressés de sacrifier à ce nouveau savoir les théories sexuelles, qu'on pourrait qualifier de croissance naturelle, et qu'eux-mêmes ont construites en harmonie et dépendance avec leur organisation libidinale imparfaite, théorie sur le rôle joué par la cigogne, concernant la nature du contact sexuel et la façon dont les enfants sont faits. Longtemps après avoir reçu la clarification sexuelle. Ils se comportent exactement comme les races primitives qui ont reçu l'influence du christianisme, mais ils continuent à adorer secrètement leurs anciennes idoles. Nous étions partis de la question de savoir comment raccourcir la durée inconfortable du traitement psychanalytique, et en gardant à l'esprit cette question de temps, nous en sommes venus à nous demander s'il est possible d'obtenir une guérison permanente et même de prévenir de futures maladies par un traitement prophylactique.
Ce faisant, nous avons constaté que les facteurs décisifs pour le succès de nos efforts thérapeutiques étaient l'influence d'une étiologie traumatique, la force relative des instincts à contrôler et ce que nous avons appelé un trouble du moi. Seul le second de ces facteurs a été discuté en détail, et à propos de lui nous avons eu l'occasion de reconnaître l'énorme importance du facteur quantitatif et de souligner la prétention de l'approche métapsychologique à être prise en compte dans toute tentative d'explication. Concernant le troisième facteur, l'altération de soi, nous n'avons encore rien dit. Si nous y portons notre attention, la première impression que nous recevons est qu'il y a beaucoup à demander et beaucoup à répondre, et que ce que nous en dirons serait très incertain. Cette première impression se confirme lorsque l'on approfondit le problème. Comme on le sait, la situation analytique est que l'on s'allie au moi de la personne en traitement pour contrôler des parties de son ça qui sont incontrôlées, c'est-à-dire de les inclure dans la synthèse de son moi. Le fait que la coopération de ce type échoue généralement dans le cas des psychotiques nous permet d'établir solidement nos pieds pour le jugement. Pour pouvoir faire un pacte avec soi, il faut que ce soit normal. Mais un moi normal de ce genre est, comme la normalité en général, une fiction idéale. Le moi anormal, qui ne sert pas nos fins, n'est malheureusement pas une fiction. Tout homme normal n'est en effet normal que dans la mesure où il appartient à la moyenne. Son moi se rapproche de celui du psychotique sous tel ou tel aspect et en plus ou moins grande quantité, et le degré de leur écart par rapport à une extrémité de la série et leur proximité à l'autre nous fourniront une mesure provisoire de ce que nous avons si imprécisément appelé « perturbation du moi ». Si nous nous demandons quelle est la source de la grande diversité des types et des degrés de perturbation du moi, nous ne pouvons échapper à la première alternative évidente selon laquelle ces perturbations sont soit congénitales, soit acquises. Parmi ceux-ci, la deuxième classe sera la plus facile à gérer. S'ils sont certainement acquis, ils l'auront été au cours du développement, dès les premières années de la vie. Car le moi doit s'efforcer, dès le départ, d'accomplir sa tâche de médiation entre son ça et le monde extérieur au service du principe de plaisir et de protéger le ça des dangers du monde extérieur. Si, au cours de ses efforts, le moi apprend aussi à adopter une attitude défensive envers son propre ça et à traiter les exigences instinctives de ce dernier comme des dangers extérieurs, cela se produit, au moins en partie, parce qu'il se rend compte que la satisfaction de l'instinct conduirait à des conflits avec le monde externe. Par conséquent, sous l'influence de l'éducation, le moi s'habitue à prendre la scène de la lutte de l'extérieur vers l'intérieur et à maîtriser le danger intérieur avant qu'il ne devienne un danger extérieur, et probablement la plupart du temps il a raison de le faire. Au cours de cette lutte sur deux fronts, plus tard, il y aura aussi un troisième front, le moi utilise divers procédés pour mener à bien sa tâche, qui est, pour le dire en termes généraux, d'éviter le danger, l'anxiété et le déplaisir. Nous appelons ces procédures mécanismes de défense. Nos connaissances à leur sujet ne sont pas encore complètes. Le livre d'Anna Freud, 1936, nous a donné un premier aperçu de sa multiplicité et de son sens polyvalent. C'est à partir de l'un de ces mécanismes de refoulement qu'est partie l'étude des processus névrotiques. Il n'y a jamais eu de doute que ce n'était pas la seule procédure que le moi pouvait employer pour ses fins. Mais le refoulement est une chose très particulière et se différencie maintenant plus clairement des autres mécanismes qu'ils ne le sont les uns des autres. Je voudrais rendre clair ce rapport aux autres mécanismes au moyen d'une analogie, bien que je sache qu'en ces matières les analogies ne peuvent pas nous mener très loin. Imaginez ce qui aurait pu arriver à un livre à une époque où les livres n'étaient pas imprimés, mais écrits individuellement. Nous supposerons que l'un de ces livres contenait des déclarations qui plus tard étaient considérées comme indésirables. Par exemple, selon Robert Isler, 1929, les écrits de Flavius Josephus auraient contenu des passages sur Jésus-Christ qui seraient offensants pour le christianisme ultérieur. Actuellement, le seul mécanisme défensif que la censure officielle pourrait utiliser serait de confisquer et de détruire tous les exemplaires de l'édition. Différentes méthodes ont été utilisées à cette époque pour rendre le livre inoffensif. L'une consistait à rayer consciencieusement les passages incriminés afin qu'ils soient illisibles.
Ensuite, ils n'ont pas pu être transcrits et le copiste ultérieur a produit un texte irréprochable, mais avec des lacunes dans certains passages et, par conséquent, ceux-ci pouvaient être inintelligibles. Une autre façon, si les autorités ne s'en contentaient pas et voulaient qu'on ne perçoive pas que le texte avait été mutilé, était de procéder à sa déformation. Certains mots pourraient être omis ou remplacés par d'autres, et quelques nouvelles phrases, intercalées. Mieux que rien, le passage entier serait supprimé et remplacé par un autre disant exactement le contraire. Le copiste suivant produirait un texte qui n'éveillerait pas les soupçons, mais serait forgé. Il ne contiendrait plus ce que l'auteur voulait dire, et il est très probable que les corrections n'auraient pas été faites sur la base de la vérité. Si l'on ne suit pas trop rigidement l'analogie, on peut dire que le refoulement a le même rapport avec les autres modes de défense que l'omission a avec la déformation du texte, et dans les différentes formes de cette falsification on peut découvrir des parallèles avec la diversité de modes dans ceux où le moi est altéré. On peut tenter de soulever l'objection que l'analogie est fausse sur un point essentiel, car la déformation d'un texte est l'œuvre d'une censure tendancieuse dont elle ne trouve rien de semblable dans l'évolution de soi. Mais il n'en est rien car une telle finalité tendancieuse est amplement représentée par la force motrice du principe de plaisir. L'appareil psychique ne tolère pas le déplaisir, il faut l'éliminer à tout prix, et si la perception de la réalité apporte avec elle le déplaisir, cette perception c'est la vérité doit être sacrifiée. Là où il y a des dangers extérieurs, l'individu peut céder lui-même pendant un certain temps en s'enfuyant et en évitant les situations dangereuses jusqu'à ce qu'il soit plus tard assez fort. Déplacer la menace en modifiant activement la réalité. Mais nous ne pouvons pas nous fuir nous-mêmes, la fuite n'est pas un remède contre le danger intérieur. Et pour cette raison les mécanismes défensifs du moi sont voués à fausser notre perception interne et à ne nous donner qu'une image imparfaite et déformée de notre ça. Ainsi, dans sa relation avec le ça, le moi est paralysé par ses restrictions ou aveuglé par ses erreurs, et le résultat de ceci dans la sphère des événements psychiques ne peut être comparé qu'à une errance en territoire inconnu et sans avoir une bonne paire de jambes. Les mécanismes de défense servent à écarter les dangers. On ne peut nier qu'il y réussisse, et il est douteux que le moi puisse s'en passer au cours de son développement. Mais il est aussi vrai qu'à leur tour, ils peuvent devenir des dangers. Parfois, il s'avère que le moi a payé un prix trop élevé pour les services qui lui ont été rendus. Les dépenses dynamiques nécessaires à leur entretien et les restrictions du moi qu'elles supposent pèsent presque invariablement sur l'économie psychique. De plus, ces mécanismes ne s'éteignent pas après avoir aidé le moi à traverser les années difficiles de son développement. Naturellement, aucun individu n'utilise tous les mécanismes de défense possibles. Chaque personne n'en utilise qu'une sélection. Mais ceux-ci restent fixés en eux-mêmes. Ils deviennent des modes de réaction réguliers de son personnage, qui se répètent tout au long de sa vie lorsqu'une situation similaire à celle d'origine se produit. Cela les transforme en infantilisme, qui partagent le sort de tant d'institutions qui tentent de survivre après le temps où elles ont été utiles. Werner Twerdassen, Wota Plage, se plaint le poète. Le moi adulte, avec sa force accrue, continue à se défendre contre des dangers qui n'existent plus en réalité, il se sent poussé à rechercher dans la réalité les situations qui peuvent servir de substitut grossier aux dangers primitifs pour justifier, par rapport à elles, le maintien de ces modes de réaction habituels. On comprend alors aisément comment des mécanismes défensifs, produisant une plus large aliénation du monde extérieur et un affaiblissement permanent du moi, facilitent et préparent l'irruption de la névrose. Mais pour l'instant nous ne nous intéressons pas au rôle pathogène des mécanismes de défense. Ce que nous essayons de découvrir, c'est l'influence que les troubles du moi, qui leur correspondent, ont sur nos efforts thérapeutiques. La matière d'une réponse à cette question apparaît dans le livre d'Anna Freud auquel nous avons déjà fait référence. L'essentiel est que le patient répète ces modes de réaction au cours du travail analytique, qu'il les produise sous nos yeux. En fait, ce n'est que de cette manière que nous pouvons les connaître. Cela ne veut pas dire qu'ils rendent la psychanalyse impossible. Au contraire, ils constituent la moitié de notre travail d'analyse. L'autre moitié,
qui était celle de la psychanalyse à ses débuts, c'est la découverte de ce qui est caché dans le ça. Pendant le traitement, notre travail thérapeutique oscille continuellement, comme un pendule, entre une analyse du ça et une autre analyse du moi. Dans le premier cas, nous devons rendre conscient quelque chose du ça, dans l'autre on veut corriger quelque chose de soi. L'important est que les mécanismes défensifs dirigés contre le danger primitif réapparaissent dans la cure comme des résistances contre la guérison. Il s'ensuit que l'ego considère la guérison comme un nouveau danger. L'effet thérapeutique dépend de ce qui est refoulé, au sens le plus large du terme, dans le ça qui devient conscient. Nous préparons la voie à cette prise de conscience par des interprétations et des constructions, mais nous n'interprétons que pour nous-mêmes et non pour le patient, tandis que le moi s'accroche à ses anciennes défenses et n'abandonne pas ses résistances. Or ces résistances, bien qu'appartenant au moi, sont inconscientes et en quelque sorte isolées en lui. Le psychanalyste les reconnaît plus facilement que le matériel caché du ça. On pourrait penser qu'il suffirait de les traiter comme des fragments du ça et, en les rendant conscients, de les mettre en relation avec le reste du moi. On supposerait ainsi avoir accompli la moitié de la tâche de la psychanalyse, il ne faut pas compter rencontrer des résistances face à la découverte de résistance. Mais c'est ce qui arrive. Lors du travail sur les résistances, le moi se retire, plus ou moins sérieusement, de l'accord sur lequel repose la situation psychanalytique. L'ego cesse de soutenir nos efforts pour découvrir le ça, elle s'y oppose, désobéit à la règle fondamentale de l'analyse et ne laisse rien sortir de ce qui est refoulé. Nous ne pouvons pas attendre du patient qu'il ait une forte conviction quant au pouvoir curatif de l'analyse. Elle peut avoir apporté avec elle une certaine confiance en l'analyste, qui sera renforcée jusqu'à ce qu'elle devienne effective par les facteurs transférentiels positifs qui se créeront en lui. Sous l'influence des pulsions désagréables qu'il ressent à la suite de la réactivation de ses conflits défensifs, les transferts négatifs peuvent surgir et anéantir complètement la situation psychanalytique. Maintenant, le patient regarde le psychanalyste comme un étranger qui a des exigences désagréables envers lui et se comporte alors comme un enfant qui n'aime pas l'étranger et ne croit rien de ce qu'il dit. Si le psychanalyste tente d'expliquer au patient l'une des déformations faites par lui à des fins de défense et de le corriger, il le trouve incompréhensible et inaccessible aux arguments les mieux fondés. On voit donc qu'il y a une résistance à la découverte des résistances, et les mécanismes défensifs méritent bien le nom qu'on leur a donné à l'origine avant même de les avoir examinés en détail. Ce sont des résistances non seulement à la prise de conscience du contenu du ça, mais aussi à l'analyse dans son ensemble et, par conséquent, à la guérison. L'effet sur le moi des défenses peut être décrit avec justesse comme une auto-altération, si nous entendons par là une rupture avec la fiction d'un moi normal qui justifierait une loyauté inébranlable envers le travail d'analyse. Il est alors facile d'admettre le fait, comme le montre l'expérience quotidienne, que le résultat d'un traitement psychanalytique dépend essentiellement de la force et de la profondeur des racines de ces résistances, qui engendrent une altération de soi. Encore une fois, nous sommes confrontés à l'importance du facteur quantitatif et encore faut-il penser que l'analyse ne peut faire appel qu'à des quantités d'énergie définies et limitées qu'il faut mesurer aux forces ennemies. Et tout se passe comme si la victoire se trouvait en fait, en règle générale, du côté des gros bataillons. La question suivante à aborder est de savoir si toutes les perturbations du moi, dans notre sens du terme, sont acquises au cours des luttes défensives des premières années. La réponse ne fait aucun doute. Nous n'avons aucune raison de nier l'existence et l'importance des caractéristiques distinctives originelles et innées du moi. Ceci se vérifie par le simple fait que chacun sélectionne les mécanismes de défense possibles, en utilisant que quelques-uns et toujours les mêmes. Cela semblerait indiquer que chaque ego est doté dès le départ de dispositions et d'impulsions individuelles, même s'il est vrai que nous ne pouvons pas préciser leur nature ou ce qui les détermine. Nous savons aussi qu'il ne faut pas exagérer la différence entre les caractères hérités et acquis comme antithèse. Ce qui a été acquis par nos ancêtres forme certainement une partie importante de ce dont nous héritons. Lorsque nous parlons des héritages archaïques, nous ne pensons généralement qu'au ça et semblons admettre qu'au début de la vie individuelle il n'y a pas encore de moi.
Mais nous ne devons pas négliger le fait que le ça et le moi sont à l'origine la même chose, cela n'implique pas non plus une surestimation mystique de l'hérédité de penser qu'il est crédible qu'avant même que le moi n'ait vu le jour, les lignes de développement, les impulsions et les réactions qu'il manifestera plus tard lui soient déjà préparées. Les particularités psychologiques des familles, des races et des nations, jusque dans leur attitude à l'égard de la psychanalyse, ne permettent pas d'autre explication. Plus encore, l'expérience psychanalytique nous a imprégnés de la conviction que même des contenus psychiques particuliers, comme le symbolisme, n'ont d'autre source que la transmission héréditaire, et certaines recherches dans le domaine de l'anthropologie sociale permettent de supposer que d'autres précipités, également spécialisés, laissés par l'évolution humaine sont également présents dans le patrimoine archaïque. Sachant que les propriétés du moi que nous rencontrons sous forme de résistance peuvent être à la fois déterminées par l'hérédité et acquises dans des luttes défensives, la distinction topographique entre ce qui est moi et ce qui est ça perd beaucoup de sa valeur pour notre investigation. Si nous allons un peu plus loin dans notre expérience analytique, nous arrivons à des résistances d'un autre type, que nous ne pouvons plus localiser et qui semblent dépendre de conditions fondamentales de l'appareil psychique. Je ne peux donner que quelques exemples de ce type de résistance, le domaine de la recherche nous est encore étonnamment étranger et insuffisamment exploré. On trouve des gens, par exemple, auxquels on serait enclin à attribuer une adhérence de la libido particulière. Les processus que la cure met en branle sont beaucoup plus lents chez eux que chez les autres, car apparemment ils ne peuvent pas s'habituer à séparer l'investissement, du grec katexie, en psychanalyse, la concentration des désirs sur un objet et une idée, aussi la quantité de désirs libidinaux ainsi concentrés sur un objet pour les transférer sur un autre, bien qu'on ne puisse découvrir une raison particulière à cette fidélité de l'investissement. On retrouve aussi le type de personne opposée, chez qui la libido semble particulièrement mobile, il entre facilement dans les nouveaux investissements suggérés par l'analyse, abandonnant les anciens. La différence entre les deux types est comparable à ce que ressentirait un sculpteur selon qu'il travaillait sur de la pierre dure ou sur du plâtre tendre. Malheureusement, dans ce second type, les résultats de l'analyse s'avèrent souvent très éphémères, les nouveaux investissements sont bientôt abandonnés, et l'on a l'impression d'avoir non pas travaillé dans le plâtre, mais d'avoir écrit dans l'eau. Comme le dit le proverbe, l'argent du sacristain vient en chantant et s'en va en chantant. Dans un autre groupe de cas, nous sommes surpris par une attitude de nos patients qui ne peut être attribuée qu'à un épuisement de la plasticité, de la capacité de changement et de développement que nous attendrions normalement. On est en effet prêt à trouver dans l'analyse une certaine inertie psychique. Lorsque le travail analytique a ouvert de nouvelles voies à une pulsion pulsionnelle, nous constatons presque invariablement que la pulsion n'y entre pas sans une hésitation marquée. Nous avons appelé ce comportement, peut-être pas tout à fait correctement, résistance du ça. Mais chez les patients auxquels je me réfère maintenant, tous les processus mentaux, les relations et les distributions de force sont immuables, fixes et rigides. On retrouve la même chose chez les personnes très âgées, auquel cas on explique qu'elle est due à ce qu'on appelle la force de l'habitude ou un épuisement de la réceptivité, une sorte d'entropie psychique. Mais ici, nous avons affaire à des gens qui sont encore jeunes. Nos connaissances théoriques ne semblent pas suffisantes pour donner une explication correcte de ces types. Il s'agit probablement de caractéristiques passagères, de perturbations du rythme de développement de la vie mentale que nous n'avons pas encore appréciées. Dans un autre groupe de cas, les caractéristiques distinctives du moi, qui doivent être tenues pour responsables en tant que source de résistance au traitement psychanalytique et en tant qu'obstacle au succès thérapeutique, peuvent provenir de racines plus profondes et différentes. Il s'agit ici des choses ultimes, dont la recherche psychologique peut apprendre quelque chose, le comportement des deux instincts primaires, leur distribution, leur mélange et leur diffusion, choses qui ne peuvent être pensées comme étant confinées à une seule province de l'esprit, l'appareil psychique, le ça, le moi ou le surmoi. Au cours du travail analytique, on n'a pas d'autre impression de résistance que d'être une force qui se défend par tous les moyens contre la guérison et qu'elle est complètement résolue à s'accrocher à la maladie et à la souffrance.
Une partie de cette force a été reconnue par nous, sans doute avec raison, comme le sentiment de culpabilité et le besoin de punition, et nous l'avons située dans le rapport du moi au surmoi. Mais ce n'est que la partie qui est en quelque sorte psychiquement liée au surmoi, se rendant ainsi reconnaissable. D'autres portions de cette même force, liées ou libres, peuvent agir en d'autres lieux indéterminés. Si consideramos el cuadro completo constituido por los fenómenos del masochismo, immanente a tanta gente, la reacción terapéutica negativa y el sentimiento de culpa encontrado en tantos neuróticos, no podremos ya adherirnos a la creencia de que los sucesos psíquicos seraient gobernados exclusivamente por el deseo de plaisir. Ces phénomènes sont des indices indubitables de la présence dans la vie psychique d'une force que nous appelons l'instinct agressif ou destructeur, selon son but, et que nous remontons à l'instinct de mort primitif de la matière vivante. Ce n'est pas une antithèse entre une théorie optimiste et une théorie pessimiste de la vie. Ce n'est que par l'action mutuellement concurrente ou opposée des deux instincts primaires éros et instincts de mort, et jamais par un seul d'entre eux, que nous pouvons expliquer la riche multiplicité des phénomènes de la vie. Comment certaines parties de ces deux classes d'instincts se combinent-elles pour réaliser les diverses fonctions vitales, dans quelles conditions ces combinaisons se délient-elles ou se rompent-elles, à quelles perturbations ces changements correspondent-ils et avec quels sentiments l'échelle perceptive du principe de plaisir y répond-elle. Ce sont des problèmes dont l'élucidation serait le résultat le plus intéressant d'une investigation psychologique. Pour le moment, nous devons nous soumettre à la supériorité des forces contre lesquelles nous voyons nos efforts s'annuler. Même exercer une influence psychique dans le simple masochisme pèse sur nos possibilités. En étudiant les phénomènes qui témoignent de l'activité de l'instinct destructeur, nous ne nous bornons pas à faire des observations sur du matériel pathologique. De nombreux faits de la vie psychique normale appellent une explication de ce genre, et plus notre regard s'aiguise, plus nous les rencontrons fréquemment. Le sujet est trop nouveau et trop important pour que je le traite comme une question secondaire ici. Je me contenterai donc de sélectionner quelques exemples. C'est un. Nous savons déjà qu'à toutes les époques, il y a eu, comme il y en a maintenant, des gens qui peuvent prendre des membres de leur propre sexe ainsi que des membres du sexe opposé comme objet sexuel, sans qu'une impulsion n'interfère avec l'autre. Nous appelons ces personnes bisexuelles et acceptons leur existence sans grande surprise. Nous avons également appris que tout être humain est bisexuel en ce sens et que sa libido se répartit, manifestement ou latente, sur des objets des deux sexes. Mais ce qui suit nous surprend, tandis que dans la première classe de personnes les deux impulsions se confondent sans conflit, dans la seconde, plus nombreuses, elles sont dans un état de conflit irréconciliable. L'hétérosexualité d'un homme ne se comprend pas avec l'homosexualité, et vice-versa. Si le premier est le plus fort, il parvient à garder le second latent, empêchant sa satisfaction dans la réalité. En revanche, il n'y a pas de plus grand danger pour la fonction hétérosexuelle d'un homme que d'être perturbé par son homosexualité latente. On pourrait essayer d'expliquer cela en disant que chaque individu n'a qu'une certaine quantité de libido pour laquelle les deux pulsions rivales doivent se battre. Mais on ne sait pas pourquoi les rivaux ne se partagent pas toujours la quantité de libido disponible en fonction de leur force relative, puisqu'ils sont capables de le faire dans un certain nombre de cas. Nous sommes obligés d'accepter la conclusion que la tendance au conflit est quelque chose de spécial, quelque chose qui s'ajoute à la situation, quelle que soit la quantité de libido. L'émergence indépendante d'une tendance à présenter des conflits de ce type ne peut vraiment être attribuée qu'à l'intervention d'un élément d'agressivité libre. Si nous reconnaissons le cas dont nous parlons comme une expression de l'instinct agressif ou destructeur, la question se pose de savoir si cette opinion ne doit pas être étendue à d'autres types de conflits et même si tout ce que nous savons des conflits psychiques ne doit pas être révisé à partir de ce nouveau point. Angle de vue. Après tout, nous supposons qu'au cours du développement de l'homme d'un état primitif à un état civilisé, son agressivité subit un degré considérable d'intériorisation ou de repli sur soi. S'il en est ainsi, leurs conflits internes seraient en fait l'équivalent des luttes externes qui ont alors cessé.
Je sais déjà que la théorie dualiste, selon laquelle un instinct de mort ou de destruction ou d'agression revendique les mêmes droits que l'éros qui se manifeste dans la libido, a rencontré peu de sympathie et n'a pas vraiment été acceptée, pas même par beaucoup. Les psychanalystes. C'est pourquoi j'ai été si heureux quand, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ma théorie dans les écrits d'un des grands penseurs de la Grèce antique. Je suis prêt à abandonner le prestige de l'originalité au profit de cette confirmation, surtout. Car je ne puis être sûr, vu l'étendue de mes lectures des premières années, si ce que je croyais être une nouvelle création n'était qu'un effet de cryptomnésie. Empédocle d'Akraga, Girgenti, né vers l'an 495 avenue. JC est l'une des figures les plus importantes et les plus remarquables de l'histoire de la civilisation grecque. Les activités de sa personnalité aux multiples facettes ont suivi les directions les plus variées. Il était chercheur et penseur, prophète et magicien, homme politique, philanthrope et médecin, avec une bonne connaissance des sciences naturelles. On disait de lui qu'il avait débarrassé la ville de Sélinonte du paludisme et qu'il était vénéré par ses contemporains comme un dieu. Son esprit semble avoir rassemblé les contrastes les plus abrupts. Il était exact et sobre dans ses investigations physiques et physiologiques, bien qu'il n'ait pas échappé aux ténèbres du mysticisme et construit des spéculations cosmiques d'une surprenante acuité imaginative. Capel le compare au docteur Faustus, à qui de nombreux secrets ont été révélés. Né à une époque où le domaine de la science était divisé en tant de provinces, certaines de ces théories doivent inévitablement nous paraître primitives. Il expliquait la variété des choses par le mélange des 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Il soutenait que toute la nature était animée et croyait à la transmigration des âmes. Mais il a également inclus dans son corpus théorique de connaissances des idées modernes telles que l'évaluation progressive des êtres vivants, la survie du plus apte et la reconnaissance du rôle joué par la chance, touch, dans cette évolution. Mais la théorie d'Empédocle qui mérite particulièrement notre intérêt est une théorie qui se rapproche tellement de la théorie psychanalytique des pulsions qu'on serait tenté de soutenir qu'elles sont identiques si ce n'était à la différence que celle du philosophe grec est un fantasme cosmique. Tandis que la nôtre se contente de revendiquer une validité biologique. En même temps, le fait qu'Empédocle attribue à l'univers la même nature animée qu'à l'organisme individuel enlève à cette différence une grande partie de son importance. Le philosophe enseignait que 2 principes régissaient les événements de la vie de l'univers et de la vie de l'esprit, et que ces principes étaient continuellement en guerre l'un contre l'autre. Il les appelait Gilia, amour, et Nékos, lutte. De ces 2 forces, qu'il concevait essentiellement comme des forces naturelles qui opéraient comme des instincts et nullement des intelligences avec un but conscient, l'une tend à agglomérer les particules primaires des 4 éléments en une seule unité, tandis que l'autre une autre, au contraire, cherche à dissoudre toutes ces fusions et à séparer les particules primitives des éléments. Empédocle pensait que le processus de l'univers était une alternance continue et incessante de périodes, dans lesquelles l'une ou l'autre des 2 forces fondamentales obtenait la supériorité, de sorte que tantôt l'amour, tantôt la lutte, accomplissaient pleinement leurs fins et qu'elles dominaient l'univers. Après quoi l'adversaire, précédemment vaincu, l'emporte et, à son tour, bat son adversaire. Les 2 principes fondamentaux d'Empédocle Gilia et Nékos sont en ce qui concerne l'homme et la fonction, les mêmes que nos 2 instincts primaires, Eros et la tendance à la destruction, dont le premier vise à combiner ce qui existe en unité croissante, tandis que le second aspire à dissoudre ces combinaisons et à détruire les structures auxquelles elles ont donné lieu. Nous ne serons pas surpris, cependant. Trouver que dans sa réémergence après 2 millénaires et demi, cette théorie a été modifiée dans certains de ses aspects. En dehors de la restriction au domaine biophysique qui nous a été imposée, nous n'avons plus les 4 éléments d'Empédocle comme substance de base, ce qui vite a été clairement différencié de ce qui est inanimé et nous ne pensons plus au mélange et à la séparation des particules de substance, mais à la soudure et à la dissolution des composants instinctifs. De plus, nous avons fourni une sorte de base biologique au principe de lutte, faisant remonter notre instinct de destruction à l'instinct de mort, le désir des vivants de retourner à un état inanimé.
Il ne s'agit pas de nier qu'un instinct semblable ait existé auparavant, ni, bien sûr, d'affirmer qu'un tel instinct n'est apparu qu'avec l'apparition de la vie. Et personne ne peut prévoir de quelle manière le noyau de vérité contenu dans la théorie d'Empédocle se présentera à la compréhension de la postérité. En 1927, Ferenczi lut un article instructif sur le problème de l'achèvement des analyses. Il se termine par une déclaration réconfortante selon laquelle l'analyse n'est pas un processus sans fin, mais peut être menée à son terme avec suffisamment de compétence et de patience de la part de l'analyste. Cependant, l'ouvrage commun me semble contenir un avertissement à ne pas aspirer à raccourcir la psychanalyse, mais à l'approfondir. Ferenczi souligne que le succès dépend très largement du fait que l'analyste a suffisamment appris de ses propres erreurs et fautes et a corrigé les erreurs. Les points faibles de votre personnalité. Ceci fournit un complément important à notre thème. Parmi les facteurs qui influencent le déroulement de la cure psychanalytique et ajoutent des difficultés comme des résistances, il faut tenir compte non seulement de la nature du moi du patient, mais aussi de l'individualité du psychanalyste. On ne peut nier que les psychanalystes n'ont pas invariablement atteint dans leur propre personnalité le niveau de normalité psychique auquel ils souhaitent éduquer leurs patients. Les ennemis de la psychanalyse pointent souvent ce fait avec dérision et s'en servent comme argument pour démontrer l'inutilité des techniques psychanalytiques. Nous pourrions rejeter cette critique comme faisant des demandes injustifiables. Les psychanalystes sont des personnes qui ont appris à pratiquer un art particulier. En outre, il faut leur permettre d'être des êtres humains comme les autres. Après tout, personne ne prétend qu'un médecin est incapable de traiter des maladies internes si ses propres organes internes ne sont pas sains. Au contraire, on peut affirmer qu'il y a certains avantages à ce qu'un homme menacé de tuberculose se spécialise dans le traitement des personnes atteintes de cette maladie. Mais les cas ne sont pas identiques. Tant qu'il est capable de travailler, un médecin souffrant d'une maladie pulmonaire ou cardiaque n'est pas empêché de diagnostiquer et de traiter des maladies internes, tandis que les conditions particulières du travail psychanalytique font que les propres défauts de l'analyste interfèrent avec son établissement correct de l'état de problème chez son patient et l'empêcher de réagir efficacement. Il est donc raisonnable d'attendre d'un psychanalyste, dans le cadre de sa qualification, un degré considérable de normalité et de santé mentale. De plus, il doit posséder une sorte de supériorité, de sorte que dans certaines situations analytiques il puisse servir de modèle à son patient et dans d'autres de pédagogue. Et, enfin, il ne faut pas oublier que la relation psychanalytique est fondée sur l'amour de la vérité, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la réalité et que cela exclut toute forme d'imposture ou de tromperie. Arrêtons-nous ici un instant pour assurer au psychanalyste qu'il a notre sincère sympathie pour les exigences exigeantes auxquelles il doit répondre dans l'exercice de ses activités. Il semble presque que le psychanalyste était la troisième de ces professions. Impossible dans lequel vous êtes sûr au préalable que les résultats ne seront pas satisfaisants. Les deux autres, connus depuis bien plus longtemps, sont l'éducation et le gouvernement. Évidemment, on ne peut pas demander à celui qui veut être psychanalyste d'être un être parfait avant d'entreprendre l'analyse, en d'autres termes, que seules les personnes d'une haute et rare perfection ont accès à la profession. Mais où et comment le pauvre diable acquérera-t-il les qualifications idéales dont il aura besoin dans son métier? La réponse est, dans une psychanalyse didactique, avec laquelle il commence sa préparation à ses activités futures. Pour des raisons pratiques, cette analyse ne peut être que brève et incomplète. Votre objectif principal est de former votre professeur à juger si le candidat peut être accepté pour une confrontation ultérieure. Elle aura servi son but si elle donne au débutant une ferme conviction de l'existence de l'inconscient, si elle lui permet, lorsque surgit du matériel refoulé, de percevoir en lui des choses qui lui seraient autrement inconcevables, et si elle lui montre un premier aperçu de la technique qui s'est avérée la seule efficace dans le travail analytique. Cela seul ne suffira pas à votre instruction, mais nous comptons sur le fait que les stimuli qu'il a reçus dans sa propre analyse ne cesseront pas lorsqu'il aura terminé et que les processus de remodelage se poursuivront spontanément chez le sujet analysé, qui utilisera toutes les expériences ultérieures dans ce sens nouvellement acquis.
En réalité, cela se produit, et tant que cela se produit, cela qualifie le sujet analysé d'être, à son tour, un psychanalyste. Malheureusement, quelque chose d'autre se passe aussi. Si nous essayons de le décrire, nous ne pouvons le faire qu'à partir d'impressions. L'hostilité, d'une part, et la partialité, d'autre part, créent une atmosphère défavorable à une enquête objective. Il semble qu'un certain nombre de psychanalystes apprennent à utiliser des mécanismes défensifs qui leur permettent de détourner les implications et les exigences de l'analyse loin d'eux, probablement vers d'autres personnes, afin qu'ils restent tels qu'ils sont et puissent échapper à l'influence critique et corrective de le psychanalyste. La psychanalyse. Cela peut justifier les propos de l'auteur, qui nous prévient que lorsqu'un homme est investi du pouvoir, il lui est difficile de ne pas en abuser. Parfois, si on essaie de comprendre cela, on est amené à faire une analogie désagréable avec l'effet des rayons X sur les personnes qui les manipulent sans prendre de précautions. Il ne serait pas surprenant que l'effet d'une préoccupation constante de tout le matériel refoulé luttant pour sa liberté dans l'esprit humain commence à remuer chez le psychanalyste en même temps que les exigences instinctives, qu'il est par ailleurs capable de maintenir refoulées. Ce sont là aussi des dangers de la psychanalyse, bien qu'ils ne menacent pas l'élément passif mais l'élément actif de la situation analytique, et nous ne devrions pas négliger de nous en occuper. Il n'y a aucun doute sur la façon dont nous devrions le faire. Chaque analyste devrait périodiquement, à des intervalles d'environ 5 ans, subir une nouvelle analyse sans avoir honte de franchir cette étape. Cela signifierait alors que non seulement l'analyse, traitement des patients, mais sa propre psychanalyse, serait transformée d'une tâche finissable en une tâche sans fin. Ici, cependant, il faut se garder d'un malentendu. Je ne veux pas dire que l'analyse est quelque chose qui ne finit jamais. Quelle que soit la position d'une analyse, c'est une question de pratique. Tout psychanalyste expérimenté se souviendra d'un certain nombre de cas où son patient a reçu un dernier adieu rebus bene gesti. Dans les cas connus sous le nom d'analyse de caractère, il y a beaucoup moins d'écart entre la théorie et la pratique. Ici, il n'est pas facile de prévoir une fin naturelle, même si les attentes exagérées sont évitées et la psychanalyse ne se voit pas confier une tâche excessive. Notre aspiration ne sera pas d'effacer toutes les particularités de caractère individuel au profit d'un normalité schématique ou exiger que la personne qui a été complètement psychanalysée ne ressente pas de passions ou ne présente pas de conflits internes. Le rôle de la psychanalyse est de réaliser les meilleures conditions psychologiques possibles pour les fonctions du moi, avec cela, il a rempli sa tâche. Dans la psychanalyse tant thérapeutique que caractérielle, nous percevons que deux thèmes se présentent avec une importance particulière et fournissent à l'analyste une quantité de travail démesurée. Il apparaît immédiatement qu'un principe général est à l'œuvre ici. Les deux thèmes sont liés à la distance entre les sexes. L'un est caractéristique des mâles, l'autre, des femmes. Malgré les différences dans leur contenu, il existe une correspondance claire entre eux. Quelque chose que les deux sexes ont en commun a été forcé, par la différence des sexes, de s'exprimer de manière différente. Les deux thèmes, qui se correspondent, sont, chez les femmes, l'envie du pénis, une aspiration positive à posséder un organe génital masculin, et chez les hommes, la lutte contre leur attitude passive ou féminine envers un autre homme. Ce qui était commun aux deux thèmes a été isolé très tôt de la nomenclature de la psychanalyse comme attitude face au complexe de castration. Alfred Adler a ensuite introduit le terme « protestation masculine » dans le langage courant. Il s'intègre parfaitement dans le cas des hommes, mais je pense que dès le début la répudiation de la féminité aurait été la description correcte de ce fait remarquable dans la vie psychique des êtres humains. En essayant d'introduire ce facteur dans la structure de notre théorie, nous ne devons pas oublier que, par sa nature même, il ne peut pas occuper la même place dans les deux sexes. Chez l'homme, l'aspiration à la masculinité est, dès le départ, en phase avec soi, l'attitude passive, puisqu'elle suppose une acceptation de la castration, est énergiquement réprimée et souvent sa présence ne se révèle que par une hypercompensation excessive.
Chez les femmes aussi, l'aspiration à la masculinité devient syntonique avec le moi à une certaine période, c'est-à-dire dans la phase phallique, avant que l'évolution de la féminité n'ait commencé. Mais alors succombe à l'orage des processus de refoulement dont le succès, comme cela a été maintes fois démontré, conditionne l'accession à la féminité de la femme. Beaucoup dépend d'une quantité suffisante de sa masculinité échappant à la répression et exerçant une influence permanente sur son caractère. Normalement de larges portions du complexe se transforment et contribuent à la formation de sa féminité. Le désir assouvi d'un pénis est destiné à devenir le désir d'un bébé et d'un mari qui possède un pénis. Il est étrange, cependant, combien de fois nous constatons que le désir de masculinité a été retenu dans l'inconscient et de son état refoulé exerce une influence inquiétante. Comme on le voit d'après ce que j'ai dit, dans les deux cas c'est l'attitude propre au sexe opposé qui a succombé au refoulement. J'ai déjà signalé ailleurs que c'est Wilhelm Fliess qui a attiré mon attention sur ce point. Fliess avait tendance à considérer l'antithèse entre les sexes comme la véritable cause, la force motrice et le motif primordial de la répression. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit alors en exprimant mon désaccord avec son opinion, en refusant de sexualiser ainsi la répression, c'est-à-dire de l'expliquer sur des bases biologiques plutôt que purement psychologiques. La grande importance de ces deux thèmes, chez les femmes le désir de pénis et chez les hommes la lutte contre la passivité, n'a pas échappé à Ferenczi. Dans l'ouvrage lu par lui en 1927, il considérait comme une exigence pour toute psychanalyse réussie que ces deux complexes aient été dominés. Je voudrais ajouter que, de par ma propre expérience, je pense qu'en demandant cela, je demandais trop. À aucun moment du travail psychanalytique vous ne souffrez davantage du sentiment oppressant que des efforts répétés ont été vains et vous soupçonnez que vous avez été prêché dans le désert qu'en essayant de persuader une femme de renoncer à son désir de pénis parce qu'il est irréalisable, ou en essayant de convaincre un homme qu'une attitude passive envers les hommes ne signifie pas toujours la castration et est indispensable dans de nombreuses relations dans la vie. L'hypercompensation rebelle du mal produit l'une des plus fortes résistances au transfert. Il refuse de se soumettre à un parent de substitution ou de se sentir redevable de quoi que ce soit et refuse donc d'accepter sa guérison par le médecin. Un tel transfert ne peut pas être provoqué par le désir d'une femme pour un pénis, mais il est en elle la source d'épisodes dépressifs sévères dus à une conviction intérieure que l'analyse ne sera d'aucune utilité et que rien ne pourra être fait pour l'aider. Et force est d'admettre qu'elle a raison quand on sait que son motif le plus fort pour le traitement était l'espoir qu'après tout, elle pourrait encore obtenir un organe masculin, dont l'absence lui était si douloureuse. Mais nous apprenons aussi de cela que peu importe comment la résistance apparaît, que ce soit en tant que transfert ou non. L'essentiel reste que la résistance empêche tout changement d'apparaître, que tout continue comme avant. Nous avons souvent l'impression qu'avec le désir de pénis et la protestation masculine nous avons traversé toutes les couches psychologiques et atteint le roc vivant, et que donc nos activités ont pris fin. C'est probablement vrai, puisque pour le champ psychique le territoire biologique joue en fait le rôle de roche vivante sous-jacente. La répudiation de la féminité n'est peut-être qu'un fait biologique, une partie de la grande énigme de la sexualité. Il serait difficile de dire si et quand nous avons réussi à maîtriser ce facteur dans une cure psychanalytique. Nous ne pouvons que nous consoler avec la certitude que nous avons donné à la personne analysée tous les encouragements nécessaires pour réexaminer et modifier son attitude à son égard. Fin. Analyse terminable et interminable. Sigmund Freud.